Farmington, Michigan, l'usine Republic Aviation. Nous sommes le 18 novembre 1943. Il est 3h22 du matin. Le chef d'équipe de nuit, Jack Miller, voit un autre P-47 Thunderbolt sortir de la chaîne de montage. Il essuie la sueur de son front, jette un coup d'œil à son bloc-notes et y inscrit une petite marque. Numéro 12, 047 cette année, derrière lui. 3 autres fuselages progressent sur la ligne d'assemblage. Un nouveau chasseur toutes les 8 minutes. Ses mains tremblent légèrement. Il réalise quelque chose de profond. La femme qui rive la section d'aile. Son mari en pilote un au-dessus de l'Europe en ce moment même. Le jeune homme qui serre les supports du moteur. Son frère est mort à Midway. Et Staline, à 8000 km à l'est, à Moscou, vient de recevoir un rapport qui va changer à jamais sa vision de cette guerre. Jack Miller a 52 ans, trop vieux pour le combat, mais il travaille 60 heures par semaine. Car il sait ce qui est en jeu. Son fils, le lieutenant Antoine Dubois, pilote des P-47 dans le 56e groupe de chasse basé en Angleterre. Chaque avion qui sort de sa chaîne porte une petite prière, que son garçon rentre sain et sauf. La femme qui rive les ailes s'appelle Isabelle Lemaire. Elle a 34 ans et vient de Lyon. Son mari, le capitaine Jean Lemaire, escorte des bombardiers au-dessus de l'Allemagne. Elle arrive à 23 heures chaque soir. Travaille jusqu'à 7 heures du matin. Rentre chez elle pour dormir 4 heures. Puis aide sa belle-mère à s'occuper de ses 2 enfants. Elle ne manque jamais un quart de travail. Lorsqu'elle a été interrogée par un inspecteur du Conseil de production de guerre en janvier 1944, elle a dit quelque chose qui a fini dans les rapports officiels. Chaque rivet que je pose pourrait sauver la vie de mon mari, ou celle du mari de quelqu'un d'autre. Comment pourrais-je aller plus lentement? Comment pourrais-je faire un travail qui soit moins que parfait? La chaîne de montage s'étend sur 380 mètres à travers le hall principal de l'usine, à tout moment en période de pointe. 63 P-47 Thunderbolts sont à différents stades d'achèvement. Le poste 1 commence avec des armatures de fuselage nues. Le poste 47 effectue les inspections finales avant les vols d'essai. L'usine fonctionne avec une précision militaire. Mais avec un cœur civil, les ouvriers se font concurrence pour savoir quelle équipe peut produire le plus d'avions. Pas pour des primes, pas pour de la reconnaissance, parce qu'ils comprennent que quelque part au-dessus de la France, ou de l'Allemagne, ou du Pacifique, les pilotes américains ont besoin de chaque avion qu'ils peuvent construire. La direction de Republic Aviation affiche les chiffres de production quotidiens sur un tableau géant visible de chaque poste. Lorsque l'usine a atteint 40 avions en une seule journée, en mars 1944, toute l'équipe de nuit a applaudi si fort que les voisins situés à 3 pâtés de maison ont appelé la police en pensant qu'une explosion s'était produite. Le document classifié a atterri sur le bureau de Staline à 6h47, heure de Moscou. L'en-tête indiquait « Rapport de renseignement du NKVD, évaluation de la capacité industrielle américaine ». Son chef du renseignement, Lavrenti Beria, se tenait silencieux pendant que Staline lisait. Le visage du dirigeant soviétique, habituellement impassible, laissait transparaître quelque chose de rare. Pas de la colère, pas de la confusion, de la peur froide et pure. Le rapport affirmait un seul fait, impossible. Les usines américaines produisaient 12 600 P-47 Thunderbolts par an. Staline le lut 3 fois. Il leva les yeux vers Beria et posa une question qui résonna dans tout le haut commandement soviétique. S'ils peuvent construire 35 chasseurs lourds chaque jour, que cachent-ils d'autre? Les chiffres ressemblaient à de la propagande ennemie. Les propres usines d'aviation de Staline, même avec des villes entières mobilisées, produisaient environ 40 000 avions par an, tout type confondu, chasseurs, bombardiers, avions de reconnaissance, tout combiné. Pourtant, ce seul chasseur américain, le P-47 Thunderbolt, sortait des chaînes de montage au rythme d'un toutes les 8 à 12 minutes.
dans de multiples installations, Republic Aviation à Farmington, Michigan, Curtiss-Wright à Buffalo, New York, chaque usine fonctionnait en 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'atelier de la démocratie n'était pas un slogan, c'était une menace mathématique qui faisait ressembler la production soviétique à une industrie artisanale. Staline exigea une vérification. Dans les 48 heures, 3 réseaux distincts du NKVD confirmèrent les chiffres. Un agent soviétique à Détroit envoya des photos de l'usine République. Les images montraient des chaînes de montage qui s'étendaient sur plus de 365 mètres. Un autre agent à Washington obtint des documents du Conseil de production de guerre. Ils ne listèrent pas seulement les chiffres des P-47, mais la production totale de chasseurs, P-51 Mustang, P-38 Lightnings, P-40 Warhawks. Le total cumulé pour 1943 était projeté à plus de 85 000 avions. Staline fit le calcul dans sa tête. C'était plus d'avions que la Luftwaffe n'en avait d'opérationnels au début de Barbarossa. L'Amérique en construisait autant en une seule année. Mais les renseignements ennemis découvrirent quelque chose à 14h47 qui changea tout. Avant de révéler ce que les espions soviétiques avaient découvert enfoui dans les archives municipales de Détroit, comprenons ce que cela signifiait pour la pensée stratégique de Staline. Il savait déjà que l'Allemagne était en train de perdre. La question qui le brûlait n'était pas de savoir si l'Axe allait tomber, mais ce qui viendrait après, et si l'Amérique pouvait produire des chasseurs comme elle produisait des automobiles. Qu'est-ce que cela signifiait pour l'équilibre des pouvoirs après la guerre? Le document que Beria lui remit ensuite contenait un détail qui rendait les chiffres de production encore plus terrifiants. Le P-47 Thunderbolt n'était pas seulement nombreux, il était avancé. Le rapport incluait des spécifications techniques obtenues à partir d'un avion abattu, récupéré par les forces soviétiques lors d'une opération conjointe. Staline, qui examinait personnellement les conceptions de chars et les spécifications d'artillerie, comprit immédiatement. Le moteur Pratt & Whitney R 2800 Double Wasp générait 2800 chevaux. Les chasseurs soviétiques de première ligne, comme le Yak-9, produisaient 1360 chevaux. Le P-47 emportait 8 mitrailleuses de calibre .50. Les chasseurs soviétiques montaient généralement un canon de 20 mm et 2 mitrailleuses. Le Thunderbolt pouvait emporter 1130 kg de bombes ou de roquettes. Il avait un blindage allant jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur autour du cockpit. Les pilotes l'appelaient le mastodonte, parce qu'il était construit comme un char volant. Et l'Amérique en construisait 35 chaque jour. Staline demanda une réunion avec ses principaux concepteurs d'avions. Alexandre Yakovlev et Semyon Lavochkin arrivèrent au Kremlin le 21 novembre 1943. Staline plaça le rapport du NKVD sur la table entre eux et posa une question simple. « Pouvons-nous égaler cela ?» Yakovlev, concepteur des chasseurs de la série Yak, regarda les chiffres de production et se tut. Finalement, il prit la parole. « Camarade Staline, nous pouvons construire de bons chasseurs. Nous l'avons prouvé, mais pour les construire à ce rythme, avec cette complexité, il faudrait réoutiller toute notre base industrielle. Nous aurions besoin de machines spécialisées que nous n'avons pas. Nous aurions besoin d'une chaîne d'approvisionnement ininterrompue sur des milliers de kilomètres. Plus crucial encore, nous aurions besoin de ce que les Américains ont, une main-d'œuvre qui ne meurt pas de faim et qui n'est pas constamment déplacée en raison des avancées allemandes. » Le silence se fit dans la pièce. Staline comprit. Les Américains ne se contentaient pas de construire plus d'avions. Ils les construisaient dans un environnement d'abondance que l'Union soviétique, même en temps de paix, n'avait jamais connu. Les ouvriers des chaînes de montage de Détroit gagnaient assez pour posséder des voitures. Les ouvriers des usines soviétiques vivaient dans des casernes communales.
Les usines américaines disposaient d'une électricité constante et de matières premières acheminées par des voies ferrées que la Luftwaffe ne pouvait atteindre. Les usines soviétiques fonctionnaient sous la menace constante de bombardements et utilisaient des réseaux électriques qui tombaient régulièrement en panne en raison des dégâts de guerre. Le fossé n'était pas seulement technologique, il était civilisationnel. Ce qu'ils ignoraient allait tout leur coûter, car la crainte de Staline n'était pas de perdre la guerre contre l'Allemagne. Fin 1943, les forces soviétiques avançaient vers l'ouest. La crainte était de la gagner. Si l'Amérique pouvait produire 12 600 chasseurs sophistiqués tout en construisant simultanément des milliers de bombardiers, des centaines de navires de guerre, et en approvisionnant la Grande-Bretagne et l'Union soviétique grâce au prêt-bail, qu'est-ce que cela disait de l'équilibre des forces après la chute de l'Allemagne? Staline se souvenait d'une phrase de Lénine. « Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. » En regardant ces chiffres de production, Staline se demandait si, peut-être, il avait inversé la métaphore. Un résumé déclassifié des renseignements militaires soviétiques de décembre 1943, publié en 1998, contenait une évaluation glaçante. Le document, marqué pour le secrétaire général seulement, affirmait « La capacité industrielle américaine dépasse nos estimations précédentes d'un facteur 3. La production de P-47 à elle seule équivaut à toute notre production de chasseurs monomoteurs. Si les tendances actuelles se maintiennent, les stocks américains d'avions de première ligne dépasseront les 100 000 unités d'ici le milieu de 1945. Cela représente non pas un avantage quantitatif, mais une transformation qualitative de la guerre. L'ennemi que nous craignons aujourd'hui est l'Allemagne. La puissance à laquelle nous devons nous préparer demain est l'Amérique. Mais l'ingéniosité américaine avait une autre surprise que les renseignements soviétiques découvrirent en janvier 1944. Le P-47 n'était pas seulement produit en grande quantité. Il était constamment amélioré sur la chaîne de montage. La variante P-47D-25, entrant en production fin 1943, était dotée d'une verrière en forme de bulle pour une meilleure visibilité, d'une capacité de carburant accrue portant l'autonomie à 3000 km avec des réservoirs largables et de points d'attache sous les ailes pour des bombes ou des roquettes supplémentaires. Republic Aviation mettait en œuvre des améliorations de conception sans arrêter la production. Les usines d'aviation soviétiques nécessitaient des semaines d'arrêt et de réoutillage pour intégrer des changements majeurs. Les Américains le faisaient de manière transparente, à la volée, sans perdre un seul jour de production. L'élément humain rendait la chose encore plus remarquable. Staline examinait les rapports sur les ouvriers américains. Les femmes, que la propagande soviétique dépeignait comme opprimées sous le capitalisme, représentaient 40% de la main-d'œuvre de l'aviation. Rosie la rivetteuse n'était pas de la propagande. Elle était réelle, et elle construisait des chasseurs à main nue pendant le quart de nuit pendant que son mari pilotait des bombardiers au-dessus de l'Allemagne. Ce n'étaient pas des ouvriers conscrits, ce n'étaient pas des travailleurs esclaves comme ceux utilisés par les Allemands. C'étaient des civils qui se portaient volontaires, travaillaient pour un salaire et rentraient chez eux dans des maisons qu'ils possédaient. Et ils produisaient plus que toute l'industrie aéronautique soviétique. Un rapport du NKVD de février 1944 contenait des observations détaillées d'un agent soviétique travaillant sous couverture dans une usine de fournisseurs dans l'Ohio. L'agent, identifié uniquement comme Source 47 dans les documents déclassifiés, soumettait des rapports mensuels sur le moral et la productivité des travailleurs américains. Son rapport de février contenait des observations qui troublaient les analystes du NKVD. Les travailleurs manifestent un enthousiasme authentique pour les objectifs de production. Aucun officier politique requis, aucune menace de punition nécessaire. Sujet interrogé Marie Dubois, 41 ans, veuve depuis la mort de son mari à Pearl Harbor.
Elle travaille 52 heures par semaine à la fabrication de composants de moteurs. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle ne réduit pas ses heures, elle répond: Mon mari est mort dans la première heure de cette guerre. J'ai l'intention de travailler jusqu'à la dernière heure. Chaque composant de moteur que je termine rapproche cette dernière heure. Évaluation de l'officier politique. La motivation semble authentique, pas forcée. L'engagement idéologique envers l'effort de guerre capitaliste dépasse les attentes. Staline lisait ces rapports avec une inquiétude croissante. Les usines soviétiques atteignaient leur production par la peur, la coercition et la menace de punition pour sabotage. Les travailleurs qui ne respectaient pas les quotas risquaient l'emprisonnement. Les directeurs d'usines qui signalaient des pénuries de production risquaient l'exécution. Tout le système fonctionnait sur la terreur et l'idéologie. Pourtant, les travailleurs américains, opérant dans un système que la propagande soviétique décrivait comme exploiteur et oppressif, produisaient d'une manière ou d'une autre plus que les travailleurs soviétiques qui, en théorie, travaillaient pour la gloire du socialisme et la défense de la mère patrie. La dissonance cognitive n'échappait pas à Staline. Il comprenait la propagande. Il a inventé la propagande moderne. Mais lorsque le NKVD, son propre service de renseignement, signalait que les travailleurs capitalistes américains montraient un engagement plus authentique que les travailleurs socialistes soviétiques, cela suggérait que quelque chose de fondamental n'allait pas soit avec la théorie, soit avec l'exécution. Un autre rapport qui a atterri sur le bureau de Staline en mars 1944 détaillait l'histoire d'un équipage spécifique d'un bombardier B-24 qui a été abattu au-dessus de la Pologne et récupéré par les forces soviétiques. Parmi l'équipage se trouvait un mitrailleur de flanc nommé sergent-chef Paul Martin de Marseille. Lors de l'interrogatoire non hostile, mais dans le cadre de la coopération alliée, Martin a mentionné que sa sœur travaillait à l'usine Boeing à Seattle, construisant des bombardiers B-17. Sa mère travaillait dans une usine textile fabriquant des parachutes. Son père, trop vieux pour le combat, travaillait au chantier naval de Marseille. Martin a dit quelque chose que l'interrogateur soviétique, le capitaine Dimitri Volkov, a inclus dans son rapport. « Toute ma famille est dans cette guerre. Ma sœur construit les avions. Ma mère fabrique les parachutes. Mon père construit les navires. Mes frères et moi, nous volons et nous combattons. C'est ce que font les Français. » Lorsqu'on lui a demandé si c'était inhabituel, Martin a semblé confus par la question. Il a déclaré « Tous ceux que je connais ont de la famille dans la production de guerre. C'est juste normal. » L'analyse du capitaine Volkov, jointe à la transcription de l'interrogatoire, a révélé les implications stratégiques. La mobilisation américaine n'est pas seulement industrielle, elle est familiale. Le lien entre la production et le combat est personnel et immédiat. Les travailleurs construisant des avions ont souvent des membres de leur famille qui les pilotent. Cela crée une motivation de contrôle de la qualité qui surpasse tout système de commissaire politique. Recommandation. La propagande soviétique devrait reconnaître que la capacité industrielle américaine est réelle, pas fabriquée, pour préparer la population aux réalités d'après-guerre. Cette recommandation a été classée et ignorée. Staline n'était pas prêt à admettre à sa population que le capitalisme pourrait avoir des avantages structurels sur le socialisme dans la mobilisation de la guerre totale. Staline a ordonné une analyse complète comparant la production soviétique, allemande et américaine de chasseurs pour 1943. Les résultats, compilés par les planificateurs économiques soviétiques en février 1944, racontaient l'histoire de 3 philosophies industrielles différentes. L'Allemagne a produit environ 25 000 chasseurs en 1943, privilégiant la qualité et les avancées technologiques, mais luttant contre les pénuries de ressources et les bombardements alliés. L'Union soviétique produisait environ 35 000 chasseurs, privilégiant la quantité et la facilité de production, mais sacrifiant les fonctionnalités avancées et le confort du pilote.
L'Amérique, elle, produisait 38 000 chasseurs, tout en construisant simultanément 29 000 bombardiers. Et ces chasseurs comprenaient certains des appareils les plus avancés et les plus lourdement armés au monde. Le rapport concluait: les Américains ont réalisé ce que nous considérions comme impossible. La production de masse d'armes avancées sans compromis. Les dossiers classifiés révèlent quelque chose d'encore plus sombre, qui a émergé lors d'une réunion de la Stavka en mars 1944. Staline a posé une question hypothétique à ses généraux. Si la guerre en Europe se termine et que l'Amérique tourne toute sa puissance industrielle contre nous, combien de temps pourrions-nous résister? Le maréchal Georgi Zhukov, le héros de Moscou et Stalingrad, a examiné les données industrielles et a donné une réponse qui a choqué toutes les personnes présentes. Camarade Staline, si l'Amérique obtient la supériorité aérienne en utilisant même une fraction de sa capacité de production, nous ne pourrions pas les retenir aux frontières. Nous serions forcés à une guerre d'usure défensive sur notre propre sol. Notre avantage a toujours été la profondeur, l'espace et la volonté d'échanger du territoire contre du temps. Contre un ennemi qui peut produire des chasseurs plus rapidement que nous ne pouvons former des pilotes pour remplacer les pertes, ces avantages diminuent rapidement. L'impact psychologique s'est répercuté dans tout le commandement soviétique. Le général Pavel Rotmistrov, commandant de la 5e armée de chars de la garde, a assisté à une réunion où Staline a discuté de la production américaine. Rotmistrov a écrit plus tard dans ses mémoires classifiés: déclassifiés en 2003, nous avions vaincu la Wehrmacht, la machine militaire la plus puissante de l'histoire. Pourtant, quand Staline a parlé de la production américaine de P-47, il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas du respect, pas même de la peur précisément. C'était la réalisation que nous n'avions plus affaire à un rival. Nous avions affaire à un phénomène que notre idéologie ne nous avait pas préparés à comprendre. Comment combattez-vous une nation qui produit l'abondance comme un état naturel? L'effet s'est propagé à travers la planification stratégique soviétique en avril 1944, alors que les forces soviétiques se préparaient à l'offensive d'été qui libérerait la Biélorussie. Staline a émis une directive qui a déconcerté de nombreux commandants. Tous les équipements allemands capturés, en particulier les avions et les documents techniques, devaient être conservés et étudiés. L'objectif n'était pas de comprendre la technologie allemande. Les renseignements soviétiques avaient déjà des données complètes sur les capacités de la Luftwaffe. L'addendum secret de la directive, révélé dans les archives post-soviétiques, a clarifié le véritable objectif, identifier quelles innovations allemandes étaient conçues pour contrer les avions américains, en particulier le P-47 Thunderbolt et le P-51 Mustang. Notre future planification de la défense nécessite de comprendre comment vaincre un ennemi avec des ressources illimitées. Mais ensuite est venu le moment qui a validé les pires craintes de Staline. Le 6 juin 1944, les forces alliées ont débarqué en Normandie. Staline savait que l'invasion arrivait. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'ampleur de la domination aérienne américaine. Au cours de la première semaine, les chasseurs alliés ont effectué plus de 16 000 sorties. Les P-47 Thunderbolts ont fourni un appui aérien rapproché que les vétérans allemands ont décrit plus tard comme apocalyptique. Les officiers du renseignement soviétique attachés aux missions de liaison en Europe occidentale ont renvoyé des rapports qui se lisaient comme des histoires d'horreur. Un rapport de juillet 1944 indiquait: un commandant de char allemand affirme que son unité a perdu 40% de ses effectifs en 15 minutes à cause des attaques de roquettes des P-47. Les survivants décrivent être incapables de bouger pendant la journée. Les chasseurs américains patrouillent constamment. Quand nous avons demandé combien de chasseurs l'ennemi avait vus, il a dit « tous ». Il y en avait tellement qu'ils obscurcissaient le ciel. Le commandant de char allemand spécifique référencé dans ce rapport était Hauptmann Klaus Becker de la 2e Panzerdivision.
Les renseignements soviétiques ont réussi à interroger Baker après sa capture en août 1944 lors de l'encerclement de la poche de falaise. Son témoignage, conservé dans les archives du NKVD et déclassifié en 2007, a fourni des détails effrayants sur ce que la puissance aérienne américaine signifiait sur le terrain. Baker a déclaré « Sur le front de l'Est, nous craignions l'artillerie soviétique et les T-34. Nous respections leur nombre, mais nous pouvions les combattre. Nous comprenions ce type de guerre. En Normandie, nous avons expérimenté quelque chose d'entièrement différent. Les P-47 Thunderbolts opéraient avec un niveau de coordination et de persistance que nous ne pouvions pas contrer. Ils sont apparus en quelques minutes après tout appel radio des forces terrestres américaines. Ils transportaient des roquettes qui pouvaient pénétrer le blindage de nos chars par le haut. Ils transportaient des bombes qui creusaient des cratères dans les routes et détruisaient les ponts. Le plus terrifiant était la quantité. Nous en détruisions un, 2 autres apparaissaient. Nous nous cachions dans les forêts, ils nous trouvaient. Nous nous déplacions la nuit, ils avaient des chasseurs de nuit avec radar. Les Américains avaient résolu le problème de l'appui aérien rapproché grâce à une capacité industrielle pure. Ils n'avaient pas besoin de meilleures tactiques quand ils pouvaient déployer des avions illimités. L'analyste du renseignement soviétique, le major Dmitri Volkov, a compilé le témoignage de Baker avec 23 autres interrogatoires de prisonniers allemands menés entre juin et septembre 1944. Son rapport de synthèse, soumis à Staline en octobre 1944, concluait « Les forces allemandes en Normandie ont fait face à environ 2000 chasseurs alliés au cours du premier mois seulement. Parmi ceux-ci, environ 900 étaient des P-47 Thunderbolts. La doctrine américaine mettait l'accent sur la disponibilité plutôt que sur l'efficacité. Si une cible nécessitait 10 avions pour garantir sa destruction, ils en envoyaient 20. Les pertes étaient remplacées dans les 48 heures par des unités de réserve en Angleterre. Les unités de réserve étaient reconstituées à partir de la production américaine dans les 2 semaines. Le système fonctionnait comme un cycle autonome de force écrasante. Comparaison allemande, la Luftwaffe sur le front de l'Ouest a déployé environ 200 chasseurs au total pendant la même période, avec des avions de remplacement mesurés en semaines ou en mois. Évaluation. Ce n'est pas une bataille de tactique ou d'entraînement, c'est une annihilation mathématique. Staline a personnellement annoté le rapport de Volkov, ses notes manuscrites, visibles dans les documents d'archives. Eux comprenaient des commentaires comme « Combien de P-47 pourrions-nous affronter si les hostilités commençaient ? Et pouvons-nous atteindre des ratios de production similaires avec la base industrielle actuelle ?» Les réponses à ces questions que Staline a reçues de ses planificateurs économiques en novembre 1944 étaient sombres. Au taux de production actuel, l'Union soviétique pouvait produire environ 1200 avions de chasse par mois, tout type confondu. L'Amérique produisait 3200 avions de chasse par mois, dont beaucoup étaient des P-47 Thunderbolts et des P-51 Mustang, qui étaient supérieurs à la plupart des conceptions soviétiques en termes d'armement, de portée et de durabilité. Si l'Amérique détournait même 25% de sa production vers un conflit hypothétique avec l'Union soviétique, elle établirait la supériorité aérienne dans les 6 mois. La défense aérienne soviétique pourrait infliger des pertes. Mais la production américaine remplacerait les pertes plus rapidement que les usines soviétiques ne pourraient construire des chasseurs. Staline a demandé des images. Les attachés militaires américains, désireux de démontrer l'engagement des Alliés, ont fourni des bobines de films des opérations du jour J. Staline les observait dans sa salle de projection privée au Kremlin. Les images montraient des formations de P-47 se chiffrant par centaines, volant en vagues coordonnées, attaquant des cibles au sol avec une précision chirurgicale et retournant à leur base en Angleterre
pour se ravitailler, se réarmer et revenir en quelques heures. Une séquence montrait un seul P-47 détruisant 4 chars allemands en un seul passage avec des roquettes. Staline la repassa 3 fois. Il se tourna vers Beria et dit quelque chose qui fut enregistré par un sténographe du NKVD et resta classifié jusqu'en 1999. Les Allemands n'ont jamais eu la moindre chance. Aninou, si les choses tournent ainsi. L'atelier de la démocratie était pleinement opérationnel, et Staline en comprenait les implications mieux qu'Hitler ne l'avait jamais fait. La direction allemande rejetait la production américaine comme de la propagande juive, exagérant l'efficacité capitaliste. Staline, dont les réseaux de renseignement étaient plus sophistiqués et dont l'idéologie, ironiquement, le rendait plus apte à comprendre l'efficacité capitaliste, voyait la vérité clairement. L'Amérique ne souffrait pas sous la production de guerre, elle prospérait. Le chômage, qui atteignait 15% en 1940, était tombé sous les 2% en 1943. Les usines fonctionnaient à pleine capacité. Les ouvriers gagnaient des salaires records. La productivité augmentait d'année en année. Le pays s'enrichissait en faisant la guerre. Les données économiques soviétiques de la même période racontaient une histoire différente. L'URSS avait perdu 30% de sa base industrielle à cause de l'occupation allemande. Des villes comme Stalingrad étaient en ruine. La production agricole s'était effondrée dans les territoires occupés. L'Union soviétique gagnait la guerre, mais elle perdait des ressources, de la population et des infrastructures. L'Amérique gagnait la guerre, tandis que son PIB augmentait de 40% entre 1941 et 1944. Le contraste n'échappa pas à Staline. Lors d'une réunion avec les planificateurs économiques soviétiques en août 1944, il fit une déclaration qui fut enregistrée et apparut plus tard dans les récits des historiens. Les Américains mènent une guerre différente de la nôtre. Nous nous battons pour survivre. Ils se battent pour démontrer leur supériorité. Et ils la démontrent avec une efficacité impressionnante. Le P-47 devint le symbole de quelque chose de plus grand qu'un simple chasseur. Il représentait un mode de guerre auquel la doctrine soviétique ne s'était pas préparée. La théorie militaire soviétique, façonnée par des décennies de pénurie de ressources, mettait l'accent sur le sacrifice humain, la mobilisation de masse et la volonté d'absorber des pertes catastrophiques pour des gains stratégiques. La doctrine américaine, soutenue par la puissance industrielle, mettait l'accent sur la supériorité technologique, la minimisation des pertes amies et le dépassement de l'ennemi avec du matériel. Lorsque les pilotes de P-47 manquaient de munitions, ils ne se retiraient pas. Ils demandaient un ravitaillement et revenaient. Lorsqu'un Thunderbolt était endommagé, les avions de remplacement étaient abondants. La formation des pilotes mettait l'accent non pas sur la bravoure jusqu'à la mort, mais sur la compétence, la survie et l'accomplissement de la mission. Des officiers du renseignement japonais capturés dans le théâtre du Pacifique ont fourni une perspective supplémentaire. Lors d'interrogatoires menés par le renseignement soviétique dans le cadre d'accords de partage d'informations, des officiers japonais ont décrit les opérations aériennes américaines avec un mélange de crainte et de désespoir. Un colonel japonais capturé déclara dans une transcription déclassifiée en 2001 « Nous avons calculé les pertes américaines et planifié nos défenses en supposant qu'ils ne pourraient pas supporter une telle attrition. Nous avions tort. Pour chaque chasseur que nous détruisions, 3 autres apparaissaient. Nous avons appris plus tard qu'ils les construisaient plus vite que nous ne pouvions les abattre. Comment vaincre un ennemi dont la production dépasse votre capacité de destruction ? Staline absorba ces rapports tout au long de 1944 et 1945. Au moment où les forces soviétiques et américaines se rencontrèrent à l'Elbe en avril 1945, Staline avait pris une décision stratégique qui allait façonner la guerre froide.
L'Union soviétique ne se permettrait plus jamais de se laisser distancer en termes de capacité industrielle. Les plans quinquennaux d'après-guerre accordèrent la priorité à l'industrie lourde et à la production militaire, avant tout le reste. Les citoyens soviétiques endureraient des décennies de pénurie de biens de consommation parce que Staline avait compris ce que le P-47 Thunderbolt lui avait enseigné. Dans la guerre moderne, la victoire revient à la nation qui peut surpasser ses ennemis en production. Si cela signifiait que les citoyens soviétiques vivaient dans la pauvreté pendant que les usines produisaient des chars et des avions, qu'il en soit ainsi. Les chiffres de production finaux du P-47 Thunderbolt racontaient l'histoire que Staline craignait. La production totale atteignit 15 686 avions entre 1942 et 1945. Au plus fort de la production, en 1944, l'usine de Republic Aviation à Farmington terminait un P-47 toutes les cinq minutes pendant les quarts de jour. L'avion servit avec distinction dans tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale. Il effectua plus de missions que tout autre chasseur américain. Il détruisit plus de cibles au sol que tout autre avion allié. Et il prouva que la puissance industrielle américaine n'était pas un phénomène temporaire de temps de guerre, mais un avantage structurel enraciné dans les systèmes économiques. La disponibilité des ressources et une approche culturelle de la production que les planificateurs soviétiques passèrent des décennies à essayer de reproduire, sans succès. Votre liberté vole sur des ailes forgées dans des usines qui ne dormaient jamais. Les femmes et les hommes de Détroit, Buffalo et 1000 autres villes ont construit non seulement des avions, mais une démonstration de ce que les sociétés libres pouvaient accomplir lorsqu'elles étaient menacées. Le P-47 Thunderbolt était plus qu'un chasseur. C'était un message à quiconque regardait. L'Amérique pouvait produire l'excellence en abondance. Staline comprit ce message. Hitler le rejeta jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire a enregistré quelle approche était correcte. Vous venez de découvrir la vérité classifiée sur la supériorité industrielle américaine qui terrifiait Staline plus que la Wehrmacht. Ce ne sont pas des statistiques d'archives poussiéreuses. Ce sont les vrais chiffres des rapports du NKVD que Staline lisait à la main, qui empêchaient les généraux soviétiques de dormir la nuit, qui ont façonné 5 décennies de stratégie de guerre froide. Cette histoire a été enterrée dans des dossiers classifiés pendant 50 ans après la fin de la guerre. Les documentaires d'entreprise ne raconteront pas ces histoires. Ils ne préservent pas l'héritage des ouvriers d'usine qui ont gagné la guerre avec des clés et des rivets. Super Thanks n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « J'honore l'atelier de la démocratie ». Cela dit à YouTube, l'histoire compte. Cela maintient ces histoires vivantes pour vos petits-enfants, afin qu'ils comprennent que la liberté a toujours exigé que quelqu'un, quelque part, construise quelque chose de meilleur que ce que l'ennemi pensait possible. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un gardien de l'histoire. Vous honorez la Greatest Generation. Vous préservez la vérité sur ce que vos grands-parents ont construit pendant que vos arrière-grands-parents le pilotaient. Les documents récemment déclassifiés des archives soviétiques révèlent une postface qui se connecte directement au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En juin 1945, quelques semaines seulement après la capitulation de l'Allemagne, Staline convoqua une réunion secrète du comité de défense de l'État. Les procès-verbaux de la réunion, publiés par des historiens russes en 2004, montrent Staline décrivant un programme global de modernisation industrielle. Son objectif déclaré, égaler la capacité de production américaine dans les 20 ans, il assigna des objectifs spécifiques. Les usines d'aviation soviétiques adopteraient les techniques de chaîne de montage à l'américaine. Les planificateurs économiques soviétiques étudieraient la gestion de la chaîne d'approvisionnement américaine. Les ingénieurs soviétiques feraient de la rétro-ingénierie sur le matériel américain capturé. La guerre froide, que la plupart des historiens datent du discours du rideau de fer de Churchill en 1946,
a sans doute commencé au moment où Staline a lu ses rapports du NKVD sur la production du P-47 en novembre 1943. L'héritage résonne encore aujourd'hui. La production moderne de chasseurs américains, bien que plus petite en nombre absolu, maintient la même philosophie. Le F-35 Lightning II, le chasseur américain actuel de 5e génération, est construit en quantité qui éclipse le programme de chasse furtif de tout rival. Plus de 1000 F-35 sont actuellement opérationnels ou en production. Le programme J-20 de la Chine a produit environ 200 appareils. Le programme Su-57 de la Russie compte moins de 30 unités opérationnelles. L'avantage industriel qui a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale reste ancré dans la stratégie de défense américaine. La technologie supérieure compte, mais une technologie supérieure construite en quantité que l'ennemi ne peut égaler, ça gagne les guerres. Les ouvriers qui ont construit les P-47 Thunderbolt en 1943 ne pouvaient pas savoir que leur travail façonnerait la géopolitique pendant les 80 prochaines années. Jean Moreau, le chef d'équipe qui a marqué l'avion numéro 12 047 à 3h22 du matin, ce matin de novembre, pensait probablement qu'il ne faisait que son travail. Il ne pouvait pas savoir qu'à 8000 km de là, Staline lisait un rapport sur son usine qui influencerait la planification stratégique soviétique pendant 5 décennies. Votre grand-père ou votre arrière-grand-père a peut-être construit ces avions. Votre grand-mère a peut-être riveté ses ailes. Il faisait partie de quelque chose de plus grand que n'importe quelle bataille, plus grand que le débarquement, ou Berlin, ou la reddition finale. Il faisait partie du moment où l'Amérique a prouvé que les sociétés libres, lorsqu'elles sont mobilisées, pouvaient surpasser les régimes autoritaires par des marges qui rendaient la victoire inévitable. C'est la génération qui a sauvé le monde non seulement avec du courage, mais avec de la productivité. Pas seulement avec des soldats, mais avec des ouvriers, pas seulement avec des tactiques, mais avec la capacité de construire 35 chasseurs avancés chaque jour, sans pause, sans plainte, sans jamais croire que cela ne pouvait pas être fait. Staline craignait davantage la production américaine que Hitler, parce que Staline la comprenait mieux. Hitler l'a rejetée comme de la propagande jusqu'à ce que les chars soviétiques entrent dans Berlin. Staline l'a étudiée, a essayé de la reproduire, et a passé le reste de sa vie hanté par la connaissance que les travailleurs américains, travaillant volontairement contre un salaire dans des usines privées, avaient surpassé l'ensemble du système industriel soviétique qu'il avait construit grâce à la collectivisation forcée et au contrôle de l'État. Le P-47 Thunderbolt était la manifestation physique d'une vérité que les idéologies totalitaires ne pouvaient accepter. La liberté fonctionne. Elle fonctionne au combat. Elle fonctionne dans les usines. Elle fonctionne pour construire une nation. Et elle terrifiait les dictateurs parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas la reproduire sans abandonner les systèmes mêmes qui leur donnèrent le pouvoir. Est-ce que Staline craignait plus la puissance industrielle américaine qu'Hitler? Les deux dictateurs ont reçu les mêmes rapports de renseignement sur la production du P-47. Hitler les a qualifiés d'exagération et a exécuté les officiers du renseignement qui insistaient sur la précision des chiffres. Staline les a crus immédiatement et a passé les années suivantes à essayer désespérément de rattraper son retard. Cette différence de réaction vous dit tout sur celui qui était l'adversaire le plus dangereux. Hitler a été vaincu par ses propres illusions. Staline a été contenu par sa reconnaissance lucide de la force américaine. Équipe P-47 Thunderbolt contre équipe production de chasseurs soviétiques. Sur quel modèle industriel parieriez-vous? Vos réflexions ci-dessous.